Du coup, on va pouvoir continuer là où on en était la dernière fois. On avait parlé de la géolocalisation et on avait tout juste commencé les phases de reconnaissance où on avait déjà vu des trucs un petit peu sympas en fouillant un petit peu sur Google, en fouillant aussi un petit peu sur Shodan. On avait vu pour l'instant principalement de l'énumération et de la reconnaissance qu'on faisait à partir de moteurs de recherche en ligne. Donc on avait fait du Shodan, on avait fait du Google, on avait fait d'autres recherches sur d'autres choses. Là, on va utiliser des outils un petit peu plus pour des réseaux locaux et pour faire de la reconnaissance sur des réseaux locaux. Donc on a eu géolocalisation. Globalement, ça permettait de découvrir plus ou moins un pays, une région, une ville en fonction de comment c'était routé au niveau des adresses IPv4 sur le WAN. Ça dépend vraiment des fournisseurs d'accès pour le coup. C'est parfois précis jusqu'à un bâtiment. Parfois, c'est pas du tout précis au final et on se même trompe même de pays sur certains pays qui sont assez proches, ça peut arriver. Donc maintenant, on en arrive sur la prise d'empreinte d'IDNS qui est pour le coup une des sessions moi, que j'aime bien. On arrive sur quelque chose d'un peu technique. Globalement, DNS, c'est le service de résolution de nom de domaine. Donc on fait une requête avec un nom de domaine et ça nous retourne une adresse IP. C'est l'usage de DNS dans 90% des cas. Donc, quand on va taper une URL dans notre navigateur, il va commencer par faire une requête DNS et en fait, ce qu'il va utiliser lui pour faire la communication avec le serveur, c'est pas le nom de domaine qu'on a spécifié, c'est l'adresse IP qui a été retournée du coup par le serveur qui a derrière au final. Plusieurs types de serveurs DNS. Il y a des serveurs DNS par rapport à un domaine qui font autorité sur le domaine. Donc c'est ce serveur-là qui a toutes les informations sur le domaine au final. Et on a des serveurs dits récursifs. Donc ces serveurs-là, ça va être tous les points de passage en fait, par lesquels on va passer quand on va faire notre requête vers un serveur. Parce que moi, du coup, sur ma machine, si jamais je vais sur un site, je vais sur monip.org par exemple. Monip.org. Du coup, mon navigateur, il fait une requête DNS pour demander à qui appartient mon IP.org, quelle est l'adresse. Je viens de leak mon IP en à peu près 4 secondes. Du coup, ce que mon navigateur va faire, c'est qu'il va faire une requête DNS vers mon IP.org et il va pas utiliser directement le nom de domaine. En fait, il s'en fiche plus ou moins du nom de domaine. Il va juste le passer au serveur web derrière pour que le serveur web comprenne avec qui on veut communiquer. Du coup, oui, globalement, ce qui se passe, c'est que moi, ma machine, elle va demander à son résolveur DNS local. Le résolveur DNS local, globalement, c'est la partie du système d'exploitation qui gère tout ce qui est le DNS. Donc en fait, dans notre OS, on a plusieurs parties. On a une partie qui va gérer, par exemple, la couche TCP/IP pour gérer la connexion sur des réseaux locaux et sur des réseaux distants. Et on a une partie de l'OS qui sert juste à gérer la partie DNS et qui est le résolveur DNS local. Donc ma machine, elle demande à son résolveur DNS local à qui appartient ce nom de domaine, quelle est l'adresse IP qui est associée derrière. Et mon résolveur DNS local, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des requêtes en chaîne en demandant à plusieurs serveurs DNS à la suite, des serveurs récursifs, c'est pour ça qu'ils sont récursifs du coup, jusqu'à arriver au serveur qui fait autorité sur le domaine, et du coup il va avoir l'adresse IP comme ça. Hop, je vais m'en connecter sur hack.courses. Du coup là, comment ça se passe? Alors, les serveurs DNS, c'est très pratique quand on est sur du pentest. Alors déjà parce que ça permet de reconnaître potentiellement des sous-domaines, des adresses IP, des configurations aussi qu'on n'avait pas à l'origine. C'est très pratique aussi quand on arrive sur un réseau local. On va le voir juste après parce qu'on peut faire plein de choses avec les serveurs DNS au final. Et c'est assez intéressant à exploiter parce que c'est quelque chose qui est souvent, auquel souvent les administrateurs qui mettent ça en place font pas trop attention. Globalement, quand on a des machines critiques sur un réseau, on ne se dit pas nécessairement que le serveur DNS en particulier, ça va être quelque chose d'extrêmement critique. Alors, si vous regardez depuis la dernière fois, j'ai rajouté pas mal d'outils. J'ai rajouté, alors le dossier Wi-Fi, je crois que c'est juste un dossier temporaire que j'ai fait pour tester des choses. Mais vous avez le dossier Tools dans lequel j'ai rajouté pas mal d'outils. Donc vous avez des dictionnaires de mots de passe, vous avez des outils d'énumération HTTP, des outils d'OSINT aussi. Pas mal de choses, on va s'en servir par la suite. Je les ai préinstallés, comme ça on les a. Du coup, globalement, pour faire une requête DNS, on a un outil très simple sur Linux qui s'appelle Dig. On a plus ou moins l'équivalent sur Windows qui s'appelle NSLOOKUP. Dig, du coup, ça permet juste en ligne de commande de faire directement des requêtes DNS avec une syntaxe qui est vraiment très pratique. C'est pour ça que moi j'aime bien Dig. Parce que les syntaxes, elles sont simples et elles sont assez explicites. Donc par exemple, si je veux demander à ma machine quelle est l'adresse IP associée au serveur DNS, au serveur monip.org, donc cette fois-ci, contrairement à aller dans mon navigateur et taper monip.org pour faire une requête sur le serveur, là je demande juste à mon résolveur DNS local quelle est l'adresse IP du serveur monip.org. Donc je fais ma requête, et ici on voit qu'on a plusieurs sections dans le retour de Dig. Donc ici on a des informations par rapport à la version de Dig que j'utilise, on a certains flags, on a une section relative à moi, ma requête, donc la question section. Ça c'est associé à la requête que j'ai fait. On a fait une requête, on a demandé au serveur DNS quelle était l'adresse associée à mon IP.org,
Et on voit dans la section de réponse, du coup, on a l'adresse IP associée. Donc mon IP.org, au final, son adresse IP, c'est 212.129.30.209. Là, ici, on a le time to leave, le TTL de cette entrée DNS. Donc c'est à partir de combien de temps il va falloir jeter cette entrée DNS dans notre cache DNS. Parce qu'effectivement, notre résolveur DNS, il va d'abord fouiller dans son fichier host. Quelque chose que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'il va fouiller, il fait du cache par rapport à ça. C'est aussi un des intérêts d'avoir un résolveur DNS. C'est que plutôt que de refaire à chaque fois que je vais aller, moi maintenant, sur mon IP.org, des requêtes, il va regarder dans le cache s'il a déjà fait une requête et il va sortir cette requête-là. Ce time to leave, du coup, il est important parce que ça dit à mon résolveur DNS local, cette entrée-là, quand tu l'as en cache, tu la gardes autant de temps. Et c'est assez pratique parce que potentiellement, si on a un serveur qui est voué à changer rapidement d'adresse IP ou sur lequel on a besoin qu'il change très vite d'adresse IP, par exemple en cas d'attaque, par exemple si on veut le passer derrière un load balancer assez rapidement, des choses comme ça, on va pouvoir justement modifier le TTL pour faire en sorte qu'on n'ait pas trop de cache DNS de la part des clients qui vont se connecter. DNS, globalement, le protocole est assez simple en fait. C'est un protocole de requête. On envoie une requête pour demander à qui appartient un nom de domaine et on a en réponse du serveur, généralement, une adresse IP associée. En fait, DNS, notre serveur DNS, quand on va le configurer, on va configurer ce qu'on appelle sa zone. Et en fait, une zone, c'est vraiment un fichier de configuration dans lequel on a toutes les informations. Et on a des types d'entrées. Et ces types d'entrées, c'est ceux-là qu'on va voir. Donc les types d'entrées, on a A. Ça, c'est ce qu'on a vu. C'est celui qu'on a vu si on regarde la requête qu'on a fait. Dans la partie de requête qu'on a fait, on a ici, on a demandé quel était le champ A associé à mon IP.org. Et les champs A, en l'occurrence, ça pointe vers des adresses IP. Cette requête-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé au serveur quelle était l'adresse IPv4 associée à mon IP.org. Il y a une légère différence par rapport à IPv4 et IPv6. Là, du coup, la requête que j'ai fait, si jamais je veux la refaire purement manuellement, je peux le faire comme ça. Je peux faire dig A, et moi, je spécifie du coup que je veux le type de champ A, parce que dig, il a compris de base que je voulais faire une requête A, il l'a supposé, parce que c'est ce qu'on fait généralement. Mais je peux le faire manuellement comme ça. Donc dig A mon IP.org, qui va me retourner du coup l'adresse IPv4. Maintenant, si jamais je veux récupérer l'adresse IPv6, c'est un autre type de champ, c'est le champ AAAA. Et du coup, ça va me retourner l'adresse IPv6 qui est associée à mon domaine. Donc c'est deux types de champs différents, et c'est deux types de requêtes assez différentes qu'on voit passer si on regarde sur un firewall par exemple. Voilà, on va avoir potentiellement deux requêtes différentes qui vont au final chercher la même chose. Donc dig A, c'est les IPv4, dig AAAA, ça va être les IPv6. Alors il y a dig MX. Dig MX, celui-là est quand même plutôt intéressant, plutôt important. Ça demande au serveur quel est le serveur de mail utilisé pour ce domaine-là. Donc si jamais je me demande par exemple, mon IP.org, qu'est-ce qu'ils utilisent comme serveur mail et qu'est-ce qui se passe quand moi j'envoie un mail à @monip.org, où est-ce qu'il est envoyé en fait derrière au final. Je vais faire une requête dig MX du coup, mon IP.org. Et ça va me retourner les champs associés, les entrées MX associées au domaine IP.org. Donc là, en l'occurrence, je vois que j'en ai deux qui ont un TTL de 3600 secondes. Et les entrées MX à l'intérieur, c'est mx3.mail.ovh.net et mx4.mail.ovh.net. Donc là, du coup, c'est assez pratique dans les phases d'énumération parce que directement, si jamais je suis sur un pentest pour un client, par exemple, sans avoir à chercher plus loin, sans avoir à faire de social engineering ou quoi que ce soit, je sais directement que le client, pour ses mails et pour ses adresses en @monip.org, ils utilisent les mails de OVH. Donc ça donne pas mal d'informations comme ça. Et globalement, si on veut que le serveur SMTP fonctionne derrière, on est plus ou moins obligé d'avoir des entrées MX qui correspondent et qui ont les bonnes informations. Donc sinon, au niveau des entrées qui sont plutôt intéressantes, alors digNS, ça pointe sur le serveur de nom auquel appartient le domaine. Mon IP.org, quelqu'un du coup a acheté le domaine, quelqu'un l'a configuré avec un serveur de nom, avec un serveur DNS, parce que le domaine appartient forcément à un serveur DNS. Et si on se demande quel est ce serveur DNS, du coup, on peut faire une requête digNS sur mon IP.org qui va nous retourner du coup l'adresse IP des serveurs DNS associés. Donc on a dns13.ovh.net et ns13.ovh.net, par exemple pour celui-là. Ensuite, on a les entrées CNAME. Alors, les entrées CNAME sont un petit peu moins intéressantes que celles qu'on a vues juste avant, mais elles sont assez utiles quand même. CNAME, c'est pour Canonical Name et c'est utilisé pour créer des alias. Donc, quand on est sur un serveur DNS et qu'on doit configurer, par exemple, 3W qui doit en fait pointer sur la même adresse que juste le site sans le 3W, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un champ CNAME pour faire en sorte que 3W, ça pointe sur l'adresse IP du site ou alors sur le nom de domaine du site classique. Ensuite, on a SOA. Alors, SOA, c'est le serveur du coup qui fait autorité sur le nom de domaine. Donc là, on nous donne dns13.ovh.net, tech.ovh.net. Ceux-là en local, j'en vois assez rarement au final sur des réseaux locaux. Ce n'est pas les entrées qui vont être les plus renseignées. Pareil pour les entrées SRV. Alors, SRV à l'origine,
c'est fait pour les entrées de service. Donc par exemple, quand on installait un serveur XMPP, quand on installait un serveur VoIP sur une machine et qu'on avait besoin que notre serveur XMPP, notre serveur de VoIP, il soit reconnaissable par rapport à un nom de domaine, on rajoutait du coup des entrées SRV qui sont associées à des services particuliers. Alors là, on va regarder sur mon IP.org. Je pense pas qu'il y en ait. C'est pas impossible qu'il y en ait, mais c'est plutôt rare aussi. Voilà, là pour le coup, il n'y en a pas. Donc on voit qu'il n'y a rien dans la réponse. Maintenant, on a tendance à tout mettre dans les champs TXT. À l'origine, c'était pour mettre des informations au format textuel qu'on rajoutait en plus sur notre serveur DNS. Aujourd'hui, c'est devenu tout et n'importe quoi. Quand on configure Google Analytics, ils vont nous demander de rajouter quelque chose dans les champs TXT pour faire la vérification du domaine. Et du coup, eux, de leur côté, ils font des requêtes DNS. Et comme ça, ils savent que nous, on possède bien le domaine parce qu'on a modifié quelque chose par rapport à l'entrée DNS. Globalement, tous les services d'Analytics, ils fonctionnent plus ou moins de la même manière. Et pareil pour les serveurs mail, pareil pour les services d'envoi de mail. Ils vont vous demander pareil de rajouter quelque chose et généralement sur votre serveur DNS, ça va être dans les champs TXT qu'ils vont vous demander de le rajouter. Donc ils vous donnent une information et après ils vérifient que quand ils font la requête DNS, ce soit bien l'information qui est associée à celle qu'ils ont générée, qu'il y a sur notre serveur à nous. Alors les champs TXT, ça me semble plus probable qu'il y en ait. On met tout et n'importe quoi maintenant dans les champs TXT, on se sert plus trop des champs SRV au final et on a tendance à tout mettre dedans. Alors ensuite on a les champs PTR. Les champs PTR c'est pour faire des requêtes reverse DNS. On va demander à un serveur quel est le nom de domaine associé à une adresse IP. Alors on peut configurer du coup pour les autres sur une machine et on peut configurer notre serveur DNS pour répondre aux requêtes reverse DNS. Donc, la syntaxe des requêtes reverse DNS, on va en faire après. Elle est un petit peu spécifique. Alors je la vérifie parce que je m'en souviens pas par cœur de celle-là. Et généralement, à vrai dire, on la fait pas manuellement comme ça. Donc globalement, quand on fait une requête reverse DNS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire l'adresse IP à l'envers. Donc là, par exemple, pour rajouter 192.0.2.255, on va rajouter 255.2.0.192.in-addr.arpa. Donc celle-là, on peut la tester, à vrai dire. Quand vous êtes connecté en tant que CH sur hack.courses, j'ai mis 3 serveurs DNS à disposition. Il y a un serveur DNS qui est sur 10.10.10.10, un serveur DNS qui est sur 10.10.10.11 et un serveur DNS qui est sur 10.10.10.12, si je me souviens bien. Donc on va essayer de faire des requêtes avec Dig sur ces serveurs-là spécifiquement. Imaginons qu'on arrive sur un réseau. J'ai fait un scan and map sur le réseau où j'ai trouvé des adresses IP quelque part qui traînaient sur Internet, peu importe. J'ai une liste d'adresses IP de machines et je sais que l'une de ces machines, c'est un serveur DNS. Donc imaginons que je sois dans ce cas-là au cours d'un audit chez un client, je me connecte sur son réseau, j'ai trouvé un serveur DNS. À partir de là, si jamais j'ai juste mon serveur DNS, j'ai pas forcément d'informations dessus. Donc ce que je peux faire, c'est pinguer potentiellement le serveur DNS. Donc, par exemple, faire ping 10, 10, 10, 10. Là, en l'occurrence, alors je vais pas trop laisser de temps, mais parce que je sais que j'aurai pas de réponse. Le serveur DNS, je l'ai configuré pour qu'il réponde pas au ping. Donc on n'aura pas de réponse avec ping. Et à partir de là, il faut qu'on sache comment est-ce qu'on fait pour travailler un peu avec ce serveur DNS. Parce que là, du coup, si jamais je fais une requête, si jamais je fais par exemple dig 10, 10, 10, 10, ça va pas fonctionner. Parce qu'en fait, je demande à mon résolveur DNS local, à moi, quelle est l'adresse IP associée à 10, 10, 10, 10. Donc ma requête, au final, elle n'a pas de sens. Ce que je demande n'est pas possible. Je pourrais à la limite faire une requête reverse DNS. Donc je pourrais faire une requête PTR, donc 10, 10, 10, 10, donc c'est pratique. Si jamais on veut inverser l'IP, c'est la même au final. Et c'est int-addr.arpa. Si je veux du coup moi savoir et demander à mon résolveur DNS local quelle est l'adresse IP, quel est le nom de domaine associé à l'adresse IP, il faut que je fasse ma requête dans ce sens-là. Alors là, on simule du coup le cas de figure où je suis chez un client, je me suis connecté sur le réseau. Je fais ma requête reverse DNS pour demander à qui appartient l'adresse IP 10, 10, 10, 10 sur ce réseau-là. Alors là, en l'occurrence, j'ai de la chance parce que ma machine, comme je suis connecté sur ce réseau-là, elle a déjà automatiquement reçu une configuration DNS qui a été donnée par le réseau. Et du coup, la requête que j'ai faite, elle a été faite sur l'un des serveurs de ce réseau. Et du coup, j'ai bien une réponse, effectivement. Là, en l'occurrence, la réponse, j'ai dns.offensiveplayground.main.app.net. Alors ça, c'est quelque chose qui est fait automatiquement par l'environnement que j'ai configuré. C'est pas quelque chose qui est réellement utile. Si jamais moi, je fais cette requête-là, du coup, et je lui demande à qui appartient l'adresse IP 10, 10, 10, 10 en reverse DNS, là, normalement, il aura rien. Et c'est normal parce qu'en fait, 10, 10, 10, 10, toutes les adresses IP en 10.0.0.0, c'est des adresses IP locales. Évidemment, le serveur de Cloudflare, qui est un serveur global, qui est un serveur utilisé sur Internet, il ne va pas connaître mon adresse IP locale à moi sur le réseau de mon client. C'est normal. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est directement faire des requêtes sur le serveur DNS. Alors, dig, au niveau de la syntaxe, il est assez simple à utiliser. On fait dig, le type de champ qu'on veut requêter, et ensuite, on met le domaine, ou en tout cas
les informations de la requête qu'on fait à la suite. Donc là, en l'occurrence, pour une requête reverse DNS, ça donnait quelque chose comme ça. Cette requête reverse DNS, j'ai spécifié que je voulais la faire sur 1111 en faisant @1111. Comme ça, en fait, ça dit à Dig, plutôt que d'envoyer la requête au résolveur DNS local, envoie la requête directement à ce serveur. Ce qu'on peut faire, c'est du coup, vu qu'on a un serveur DNS en local, c'est demander au serveur DNS local quel est son nom de domaine à lui. Et ça, c'est un bon réflexe à prendre quand on arrive sur des réseaux qu'on ne connaît pas forcément et qu'on trouve des serveurs DNS. Parce que là, actuellement, je suis sur un réseau, je ne sais pas quels sont les noms de domaine sur le serveur DNS, je ne sais pas s'il y a des machines locales sur ce serveur DNS, je ne sais pas globalement ce qu'il fait ce serveur DNS. Et très généralement, quand on configure en tant qu'administrateur système un serveur DNS, ce qu'on est plus ou moins obligé de faire par les serveurs DNS, c'est de configurer le nom du serveur en lui-même. C'est assez intéressant d'avoir du coup le nom du serveur qui a été configuré parce qu'on sait quel est le domaine en local. Donc, là, en exemple, si jamais je demande au serveur du coup 10.10.10.10 quel est le nom de domaine associé à 10.10.10.10, bah là il me répond que l'adresse, que le nom de domaine c'est dns1.powerzio.lan. Et comme ça, du coup, ça me permet de découvrir le nom de domaine associé au réseau local, powerzio.lan. À partir de là, du coup, ce que je peux faire, c'est rester sur ce serveur-là et demander au serveur, par exemple, quelle est l'adresse IPv4 associée à powerzio.lan. Le serveur, là en l'occurrence, ne répond rien de particulier. Il n'y a pas de domaine a priori associé à powerzio.lan. On peut continuer, on voit qu'on a DNS1. Est-ce qu'on a un DNS2 ? On a un DNS2 du coup qui est sur 10.10.10.11. Est-ce qu'on a un DNS3 potentiellement ? DNS3, on n'a pas d'entrée pour ça. DNS4 peut-être ? Etc. Voilà. Ce serveur-là, si jamais je lui demande juste DNS1, il est plutôt gentil. Il me répond 10.10.10.10. Il y a beaucoup de serveurs qui sont configurés pour ne pas le faire. Je crois d'ailleurs que celui-là, 10.10.10.13, est configuré pour ne pas le faire. Oui, c'est ça. Si 10.10.10.13, qui est un autre serveur DNS que j'ai sur mon réseau, si jamais je lui demande à qui appartient un DNS1, quel est le nom de domaine associé à DNS1, je vais pas avoir de réponse. Par contre, je pense que si je fais dns1.powerzio.lan, là, effectivement, il reconnaît l'entrée. Là, il se dit, bah oui, il y a bien la zone, je sais bien dans quelle fichier de configuration il va falloir fouiller. Et là, effectivement, c'est OK, ça a fonctionné. Donc, pour l'énumération DNS et pour de la reconnaissance DNS, assez souvent, ça va être plutôt important d'avoir justement le nom de domaine et d'avoir les noms de domaine qui sont associés aux zones potentiellement que je vais avoir sur mon réseau local. Voilà, globalement, dans les champs qui sont vraiment importants et vraiment intéressants sur des serveurs DNS, on va voir cela. Après, on a RP et Hinfo, dont on n'a pas parlé. Alors ceux-là, ils sont là en théorie, ils sont là dans les RFC. Dans les faits, on les voit très rarement. Et honnêtement, je n'ai jamais vu un champ RP et un champ Hinfo remplis sur aucun des audits que j'ai fait. Ils sont un peu historiques, on les garde, mais ils sont rarement remplis. Alors dans les outils de requête DNS, on va pas faire tout le listing, surtout que pour le coup c'est vraiment le listing d'outils qui est donné principalement et qui est utilisé principalement par IC Council et qui est référencé à l'examen. C'est pour ça que moi je le liste là. C'est pas forcément le plus intéressant. Donc on a Dig en ligne de commande qui est celui qu'on a utilisé, que moi franchement j'aime bien. Disponible sur Linux, doit avoir une version macOS aussi, je pense. NSLOOKUP en ligne de commande sur Windows et sur des distros GNU Linux aussi. Et ensuite, on a des sites qui nous permettent de faire ça en ligne directement. Donc, prise d'empreinte de réseau. Donc, on a parlé maintenant de prise d'empreinte DNS. C'est trouver des adresses IP associées à des domaines quand on travaille sur le site d'un client. On peut aussi directement aller fouiller pour trouver des plages d'adresses IP parce qu'il y a des organisations. Alors, généralement, ça ne va pas être des TPE, des PME. C'est vraiment des grosses organisations. Ça va être des écoles aussi potentiellement qui ont besoin de beaucoup d'adresses IP, qui ont besoin de beaucoup de débit. Par exemple, on a Microsoft en France qui a une plage d'adresse IP qui lui a signé. Donc, c'est des grosses organisations qui peuvent demander des plages d'adresse IP à la RIN, du coup, à RIPE, par exemple, si on est en Europe, à la RIN, si on est aux États-Unis, qui vont pouvoir, du coup, demander l'assignation directement de plages d'adresse IP. C'est assez pratique parce que directement, je peux aller, par exemple, sur le site de RIPE, et on peut faire des requêtes dans leur database, et on peut se demander, par exemple, je prends Microsoft en exemple parce que je suis sûr qu'ils en ont. Donc imaginons que Microsoft soit mon client du coup sur un audit. C'est assez pratique parce que j'ai du coup directement une plage d'adresse IP, donc 31 168 142 208 jusqu'à 211. J'ai un nom par rapport à cette plage d'adresse IP, Microsoft, jusque-là il est assez basique, mais j'ai une description aussi. Et la description elle me dit Microsoft LAN. Ça potentiellement ça peut être assez intéressant parce que directement en arrivant sur le LAN, je peux potentiellement avoir des adresses IP de machine sans avoir fait quoi que ce soit comme requête plus intrusive. J'ai juste regardé sur le site de RIPE ou sur le site de la RIN ou autre en fonction de la zone dans laquelle je cherchais. Alors à noter, ipinfo.io permet de faire ça aussi. Donc on peut rechercher les ASN par pays par exemple. Donc là on était sur la France par exemple pour Microsoft. On voit qu'on a Orange, on a Free. Globalement les écoles, les grosses organisations généralement qui vont avoir besoin de beaucoup d'adresses IP publiques vont avoir des entrées directement, des adresses IPv4 et des adresses IPv6 qui leur seront assignées
Et du coup, comme ça, on va pouvoir les trouver assez facilement sans avoir à faire quoi que ce soit d'intrusif au final. Parce que là, Microsoft ou qui que ce soit sur lequel je suis en train de rechercher des choses, au final, c'est très discret. J'ai juste fait une recherche sur le site de l'ARIN, sur un moteur de base de données, au final, sur un moteur de recherche. Et c'est quelque chose qui ne sera pas logué, qui sera très difficile à voir. Et ensuite, le trace-route, on en a parlé un petit peu. On va envoyer un paquet et on va voir par où il passe pour arriver jusqu'à une machine distante. L'idée, c'est que c'est pas mal parce que ça permet de découvrir sur le relais potentiellement des machines. Et en fait, trace-route, beaucoup de clients trace-route, ce qu'ils font par défaut, c'est que du coup, ils vont regarder quelles sont les adresses IP par lesquelles le paquet que j'ai envoyé est en train de passer. Et ils vont, en plus de faire ça, faire des requêtes reverse DNS par rapport aux adresses IP pour trouver du coup les noms des relais. Globalement, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde pour chacun des points par lesquels va passer mon paquet, l'adresse IP associée. Et à partir de là, du coup, ça me permet potentiellement, moi, de comment est routé, comment est fait le réseau, de me faire une idée de la topologie. Donc c'est assez pratique pour ça, de juste faire des traces routes parfois, ça permet de découvrir des firewalls qui sont mis à des emplacements sur des réseaux. Ça permet même parfois de reconnaître certaines machines, certaines technologies par rapport aux noms de domaine qui sont associés, même sur des réseaux locaux potentiels. Je vais le laisser tourner, mais je pense pas qu'il va réussir. Je pense qu'il a drop le paquet au bout d'un moment. Donc dans les outils, on a Traceroute sur GNU Linux, on a Tracert sur Windows qui fait vraiment exactement la même chose pour le coup. Il y a des outils avec une interface graphique qui permettent de faire du Traceroute aussi, qui sont pas forcément absolument indispensables honnêtement. Alors pour le coup, 3D Traceroute et Visual Route, il y a un côté qui est assez rigolo parce qu'il nous montre directement sur une carte en fait par où passent les paquets. Et c'est assez sympa parce que quand on fait des requêtes sur un serveur parfois aux États-Unis ou même sur un serveur en Europe, on se rend compte qu'il y a un des relais en fait qui est sur un autre continent complètement et on s'en doutait pas forcément. Donc ça permet parfois de reconnaître certaines choses comme ça, de se rendre compte que les paquets passent par plusieurs pays qu'on n'aurait pas imaginé. C'est assez sympa, je sais pas si ça a une utilité vraiment sur un audit honnêtement, ce genre d'outil, mais pour le coup c'est toujours assez intéressant de jouer avec. Alors après dans les techniques de prise d'empreinte, effectivement, et ça aussi on va voir que dans toutes les autres phases de hacking de leur méthodologie, en fait on pourra aussi avoir ça. On a potentiellement l'utilisation de l'ingénierie sociale dans la section de prise d'empreinte, et quand on parle de prise d'empreinte en particulier, le fait d'utiliser de l'ingénierie sociale, généralement, ça va consister au fait d'appeler un service client, d'appeler un support potentiellement, ou alors d'appeler potentiellement des personnes qui vont faire du marketing à l'intérieur de l'organisation, à l'intérieur de l'entreprise, et poser des questions. On va par exemple se présenter comme un gros client qui a des besoins en sécurité, ou alors comme un client qui a des données assez critiques, sur lesquelles on a des gros besoins en sécurité. Et du coup, on va demander des informations, on va demander quelles sont les politiques de sécurité interne, on va demander quelles sont les rotations par rapport à des audits, quel moment ils sont faits, avec quelle régularité. On va demander des informations sur peut-être les technologies utilisées en interne, etc. En justifiant, en disant que nous, on a besoin de savoir par rapport à notre propre posture de sécurité. Et potentiellement, juste comme ça, juste en appelant et en demandant, au final, on va pouvoir récupérer beaucoup plus d'informations que ce qu'on aurait eu juste en regardant sur Internet. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal d'infos qui vont traîner sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le moteur de recherche. Alors, par contre, effectivement, sur une phase de prise d'empreinte, normalement, on n'est quand même pas trop censé se faire repérer. Là, c'est quand même quelque chose d'assez bruyant et d'assez actif. Quand on commence à prendre notre téléphone et à directement appeler les gens, c'est quelque chose qui peut être repéré. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus discret sur une phase de reconnaissance d'utiliser de l'ingénierie sociale. Donc dans les techniques qu'on va avoir sur de la prise d'empreinte en utilisant l'ingénierie sociale, on a en premier le terme eavesdropping, qui est juste l'écoute de communication. Alors eavesdropping, ça peut être plusieurs choses en anglais. Ça peut être le fait d'écouter littéralement une conversation, mais physiquement en fait. On a deux personnes qui sont en train de communiquer, on va s'asseoir à côté, ou alors on va faire semblant de ne pas écouter, et en fait, on va écouter ce que ces personnes disent pour essayer de récupérer des informations. Ça peut être l'interception d'emails, l'interception de communication, VoIP, etc. Eavesdropping, c'est l'écoute de manière assez générale en fait en anglais. Et c'est de ça dont on parle, en tout cas dans l'ingénierie sociale. Le shoulder surfing, alors ça le nom est un peu plus bizarre, il est moins direct. Le shoulder surfing, c'est juste le fait de regarder derrière l'épaule de quelqu'un en fait. Donc c'est typiquement quand vous avez quelqu'un dans le train ou quelqu'un dans l'avion qui est en train de taper des identifiants, vous regardez derrière l'épaule de la personne et du coup vous avez des informations comme ça. Alors là, dans ce cadre-là, ce serait par exemple aller sur les locaux de votre client et regarder des gens faire des choses. Donc vous vous baladez un petit peu, vous restez dans un espace d'attente par exemple, mais vous regardez les gens passer, les gens travailler autour de vous, et vous regardez si vous pouvez pas potentiellement voir des identifiants qui passent, voir des mails avec des informations importantes qui passent, etc. Alors le dumpster diving, alors celui-là pour le coup c'est quelque chose qu'on fait, alors déjà que de l'audit physique au final on en fait assez peu je trouve en France. Tout ce qui est dumpster diving, tout ce qui est ingénierie sociale dans du pentest physique, c'est quelque chose qu'on fait encore moins. Et typiquement le dumpster diving c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand on passe des certifications dans le contenu théorique.
Et en réalité, quelque chose qu'on fait assez peu quand on fait du pentest en France et peut-être ailleurs aussi en Europe, je ne sais pas quelles sont les manières de faire par rapport à ça. Je sais qu'en France, clairement, les clients et les organisations sont vraiment encore frileuses. Déjà par rapport au pentest, ça fait vraiment que quelques années, je trouve que c'est quelque chose qui fait partie de la culture et que c'est normal de se faire auditer. Du pentest physique, ça commence à se faire sur des clients qui ont vraiment des problématiques et qui ont vraiment des points qui peuvent être sensibles par rapport à ça. De l'ingénierie sociale, en plus du pentest physique, pour le coup, c'est quelque chose que je trouve encore plutôt rare malgré tout. Donc le dumpster diving, c'est le fait de faire les poubelles globalement. L'idée, c'est de récupérer autant d'informations que possible pour potentiellement pouvoir faire par la suite une autre attaque d'ingénierie sociale. Par exemple, imaginons qu'on récupère dans une poubelle un mail qui a été envoyé par un fournisseur, par quelqu'un qui fait de la maintenance sur des systèmes informatiques en interne, ou quelqu'un qui fait de la maintenance, même sur au-delà de quelque chose d'informatique, qui fait de la maintenance sur pièges pour des nuisibles, des choses comme ça, etc. Ça peut être un vecteur d'entrée assez intéressant parce que du coup, on peut arriver à un moment, se faire passer pour quelqu'un de cette entreprise-là, dire qu'on est supposé vérifier les pièges pour les nuisibles, et du coup on va pouvoir se balader si tout se passe bien dans le bâtiment, et fouiller un petit peu partout en faisant semblant du coup de surveiller quelque chose qu'on est supposé faire par rapport à l'activité de l'entreprise. Et enfin en dernier, on a l'impersonation, du coup l'usurpation d'identité, on se fait passer pour quelqu'un d'autre. En dehors des campagnes de phishing, c'est quelque chose que les clients demandent assez peu, et qui se fait relativement pas trop pour l'instant en France et en Europe proche de ce que j'ai vu en tout cas. Alors ça c'est cool, ça c'est un truc que j'aime bien, pour le coup la prise d'empreinte d'OS c'est assez intéressant. Pour les personnes qui ont déjà utilisé Nmap, il est capable tout seul de faire de la reconnaissance d'OS. Donc imaginons par exemple sur ma machine qui est en 10, 10, 10, 10. Si je fais -O majuscule, du coup je lui demande de faire de la récupération d'informations sur l'OS. Donc il va essayer tout seul de deviner plus ou moins quel est l'OS derrière. Comment est-ce qu'il fait? Parce que là, si je regarde du coup ce que m'a sorti la détection d'OS, il me met OS Linux, et c'est tout. Il a vu qu'il y avait un kernel Linux, mais à partir de là, il n'a pas beaucoup plus d'informations, et il me dit qu'il n'a pas de match exact pour l'OS. Alors que je le vois, l'OS il est là, c'est Ubuntu, moi je le sais, mais Nmap par contre, il ne le sait pas automatiquement. Et en fait, Nmap ne fait pas la liaison entre les informations qu'il va récupérer dans la bannière des services et les OS associés derrière. Donc il sait que potentiellement, il y a un SSH qui a un service de résolution de nom dessus, mais il ne va pas faire le lien entre les deux. Il ne va pas se dire c'est pour ça que c'est une machine Linux. En fait, comment est-ce qu'il suppose que c'est une machine Linux? Il le fait par rapport au TTL des paquets qu'il reçoit, et il le fait par rapport aux options qu'il va recevoir dans les paquets IP et dans les paquets ICMP, dans les paquets TCP, pardon. Donc il regarde les informations à partir de là, et il se dit, ce TTL là, généralement c'est du Linux, ou potentiellement c'est du Linux. Pour vulgariser un petit peu, c'est comme ça qu'il fait. Globalement, il regarde le TTL et la taille de la window TCP, ça on va parler après, mais globalement c'est la taille de la section qui contient les informations dans TCP, la window. Et du coup, il regarde quelle taille ça fait, et il se dit, ça généralement c'est Windows qui fait ça, donc je pense que c'est un Windows. Ou alors il regarde le TTL, et il se dit, ce TTL là, généralement c'est une machine Linux. Ça en fait, c'est assez pratique, parce que pour le coup, on peut découvrir assez rapidement des types de machines juste en faisant un ping. Comment ça marche? Généralement, sur une machine Linux, on a un TTL qui est de 64. Et sur des machines type Unix, donc des noyaux qui sont assez similaires à Linux, donc par exemple FreeBSD, par exemple le noyau Linux Google, donc des appareils Android ou alors des appareils Chrome OS, on va avoir un TTL de 64. Donc si jamais je ping une machine et que je vois dans la réponse du ping qu'elle a un TTL de 64, il y a pas mal de chances pour que ce soit une machine Linux au final derrière. Donc on peut tester, on peut faire un ping sur monip.org. On voit dans la réponse qu'on a un TTL de 56. Forcément, moi, ma requête, on a vu que quand je faisais une requête vers monip.org, ça passait par certains relais. Donc là, a priori, notre paquet il a été relayé à peu près par 9 relais, mais ça dépend aussi du type de requête que je vais faire. Là, on voit qu'on a un TTL de 56 au final en retour. Il n'est pas impossible qu'à l'origine, notre TTL était de 64 et que du coup, c'était effectivement une machine Linux. Alors, je pense pas que ce soit un appareil Android, je pense pas que ce soit un appareil Chrome OS. C'est moins probable pour un serveur. Ça peut être une machine FreeBSD, c'est pas impossible. Donc c'est comme ça que Nmap, en final, il va savoir. Et c'est comme ça qu'il va être capable de reconnaître potentiellement plusieurs machines. La différence, c'est que du coup, une machine Windows XP et une machine Windows de manière générale, si elle répond au ping, elle va répondre avec un TTL de 128. Et on va avoir pareil une window size qui va être différente. Donc à partir de là, du coup, c'est comme ça que Nmap, juste en regardant les informations qui sont envoyées par les machines, il va être capable de deviner, ça potentiellement il y a des chances pour que ce soit une machine Linux, ça potentiellement il y a des chances pour que ce soit une machine Windows.
et il va pas du tout se baser sur les réponses des services en fait au final. Donc Windows 10 XP du coup TTL 228, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8.1 TTL 228. Il n'y a pas d'indication par rapport à Windows 10 et Windows 11. En fait, c'est normal parce qu'une machine Windows 10 et une machine Windows 11, elles ne répondent pas au ping, mais les TTL sont les mêmes. Donc ceux-là ne sont pas indiqués, mais globalement, les machines Windows, de manière générale, par défaut, le TTL est 228. Alors, on a aussi des informations sur iOS. Alors, iOS, c'est pas celui d'Apple, c'est l'iOS de Cisco, qui est un petit peu plus ancien, mais qui existe toujours. Ça, globalement, quand on a un TTL de 255, c'est assez pratique parce qu'on peut fortement supposer que ça va être du matériel Cisco derrière, que ça va être un switch, que ça va être un routeur, un IDS Cisco derrière. Et pareil pour la Windows Size, on a des choses assez spécifiques. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, juste par rapport à Nmap, et que Nmap tout seul, il est capable de faire de la prise d'empreinte, juste en regardant les paquets transités. Alors après, on a pas mal d'outils, on va les lister assez rapidement, je ne vais pas m'attarder dessus. Alors Maltego pour le coup, qui est assez intéressant, qui est vraiment un bon outil. Maltego, il est assez sympa, notamment parce que, en fait, il fait des jolis schémas. Ah, celui-là, il a l'air bien. Globalement, l'idée, c'est que le setup avec des informations. Au début, on commence avec un tableau blanc comme ça, sauf qu'il n'y a aucune information. Et de base, sur Maltego, on va lui donner, par exemple, un numéro de téléphone, on va lui donner un nom de domaine, on va lui donner une adresse IP, on va lui donner une adresse mail. Et à partir de là, Maltego, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous faire directement de l'énumération et de la récupération d'informations. Donc, Maltego, il est super pratique pour ça, et c'est pour ça qu'il est assez connu, c'est parce que en automatique, il est capable de faire beaucoup de choses, il les fait plutôt bien, et surtout, il est fait d'une manière assez visuelle. Si jamais à un moment, vous avez envie de vous faire une installation Kali Linux, ou si vous avez une Kali Linux qui traîne, je trouve que c'est un des outils qui vaut le coup. Maltego, il est plutôt sympa à utiliser, plutôt sympa à tester. Il est assez facile et vous avez l'édition communauté qui est gratuite. Il faut juste créer un compte sur le site, mais c'est assez rapide. Alors, ReconNG, c'est un framework de reconnaissance web. C'est un petit peu comme Metasploit en fait. C'est une suite d'outils et vous avez plein d'outils et plein de modules à l'intérieur qui sont rajoutés, qui permet du coup de faire des choses par faire de la reconnaissance web. Alors, en l'occurrence, ReconNG, d'ailleurs, je l'ai installé sur Hack.courses. Il est dans Tools. Et là, du coup, il y a plein de modules à l'intérieur. Vous pouvez du coup choisir les modules que vous voulez utiliser. Il peut faire de la recherche sur plein de choses. Il peut faire de l'énumération DNS pour vous. Il peut faire de la recherche de sous-domaines pour vous, il peut faire de la recherche sur des moteurs de recherche à votre place. Donc vraiment un outil très puissant. Si jamais vous avez envie de tester, pour le coup, il l'a. Vous pouvez directement vous en servir sur Hack.courses. Alors pour la récupération, ça on en avait parlé la dernière fois pour le coup, ça date un peu, mais pour la récupération d'informations dans des documents et dans des digues de base de données, de choses comme ça, il y a plusieurs outils qui sont bien. Il y a Foca. Alors Foca, c'est un outil avec une interface graphique qui permet d'extraire les métadonnées à l'intérieur des documents Office. Et il permet de les télécharger aussi directement tout seul, de faire l'analyse à partir de documents qui sont disponibles en ligne. C'est vraiment un très bon outil. Il a une interface graphique qui est vraiment pas mal faite, il est simple à utiliser. Du coup, Foca vraiment bien, et ça peut être bien aussi pour regarder vous-même si jamais vous envoyez des documents ou vous possédez des documents Office quelque part de manière un peu publique. C'est pas mal pour voir les informations qui ont été stockées à l'intérieur avant de les envoyer quelque part. Alors, on a l'OSR Framework. Donc, il y a celui-là, effectivement, qui est cool, qui est un framework d'OSINT avec plein d'informations à l'intérieur, qui est sur un dépôt GitHub. Alors moi, celui que j'utilise plus et que je pensais à lister à la place, c'est l'OSINT Framework, qui lui est plus visuel et qui est vachement pratique quand même, osintframework.com. Et du coup, vous partez, vous, d'une information que vous avez ou de plusieurs informations que vous avez. Donc imaginons que j'ai un nom de domaine. Du coup, je vais pouvoir ici étendre, cliquer sur Domain Name. Et à partir de là, il va me donner des informations, il va me donner des endroits sur lesquels je vais pouvoir chercher par rapport à mon nom de domaine. Donc imaginons que je cherche des sous-domaines associés à mon nom de domaine. Et du coup, il va me donner des listes d'outils, des listes de requêtes que je vais pouvoir faire directement pour trouver des sous-domaines associés au nom de domaine que moi j'ai. Il y a Sublister notamment dont on avait parlé. Il y a dharvester dont on avait parlé un petit peu. ReconNG dont on vient de parler, il est là aussi, il permet de le faire. Et OSINT Framework, pour le coup, il est vraiment pratique. Il y a plein d'outils intéressants à l'intérieur. Et là, on regarde par rapport à un nom de domaine. On peut chercher aussi à partir d'un username. On peut chercher aussi à partir d'un numéro de téléphone. Tous ces trucs-là, c'est des choses qui marchent très bien aux États-Unis. C'est des choses qui marchent beaucoup moins en Europe de manière générale, grâce au RGPD. Aux États-Unis, il y a beaucoup de sites qui vendent des informations personnelles, voire parfois très personnelles sur des individus. En France, heureusement, c'est quelque chose qui se fait beaucoup moins et qui est même complètement illégal. People.com notamment, celui-là, c'est un des plus connus. Alors là, il m'a mis sur l'API et il permet de rechercher des informations publiques sur plein de personnes sur Internet aux États-Unis. Ça fait peur quand on fouille un petit peu avec, honnêtement. Il y a beaucoup trop de choses, c'est le genre de truc vraiment... c'est n'importe quoi au niveau des informations qu'il y a. Au niveau de la recherche d'IP publique, ça, on en a fait un petit peu, on en a parlé, mais Shodan, on en avait fait la dernière fois, on avait trouvé des trucs plutôt cool.
Shodan, c'est vachement pratique parce que comme ils font du scan des adresses IPv4 qui existent globalement sur Internet, ils trouvent très rapidement beaucoup d'informations et il est très bon pour ça. Donc vraiment très pratique Shodan. Alors Sensis ça vaut le coup. Si jamais vous avez utilisé Shodan ou vous utilisez régulièrement Shodan et que vous n'avez pas encore testé Sensis, globalement Sensis fait la même chose, sauf qu'ils ont des mots-clés de recherche et qu'ils ont parfois des informations légèrement différentes. Parfois ils vont chercher un petit peu plus de choses, parfois moins aussi. Sur certaines adresses IP, sur certains protocoles aussi qu'ils connaissent moins. Mais ça vaut le coup dans le doute de chercher par rapport aux deux. Alors aussi, il y a une autre ressource qui est généralement utilisée plus pour du threat assessment ou du threat modeling, c'est Greynoise. Greynoise, c'est en fait quelqu'un qui a déployé un ensemble de serveurs sur Internet qui font partie d'un honeypot. Donc ce honeypot, c'est juste des machines qui sont là et ils attendent globalement. Ces machines-là attendent de se faire attaquer et elles loguent plein d'informations par rapport aux attaques qu'il y a. Alors, il y a une API avec laquelle on peut faire quelques recherches gratuitement. On peut rechercher par rapport à une IP notamment, si on se pose des questions sur une IP après une attaque. On peut aussi rechercher quelque chose par rapport à une payload qu'on a reçue sur notre serveur, si quelqu'un essaie de nous attaquer, pour voir si cette payload elle est utilisée spécifiquement par des adresses IP en particulier, par un groupe d'attaque en particulier, etc. Greynoise, c'est un très bon outil pour ça. On peut s'en servir dans une certaine limite, un petit peu comme Shodan, de manière gratuite au niveau des requêtes qu'on va pouvoir faire. Après, ça reste un outil payant de base et qui est plus à destination des entreprises pour faire du threat assessment, du threat modeling. Mais c'est quand même assez pratique pour avoir des informations sur une IP typiquement. Si on a une IP qui fait des choses un petit peu louches, on veut savoir est-ce que réellement c'est une IP qui attaque quelque chose ou alors juste si c'est un faux positif ou juste si quelqu'un qui nous cible nous spécifiquement, ou alors si c'est une IP qui fait partie d'une plus grande campagne d'attaque, ça peut être assez pratique pour ça. Donc Shodan, Sensis, et enfin on termine avec les contre-mesures qu'on va avoir par rapport à ça. Vous allez voir sur les modules qu'on a, les contre-mesures, de manière générale, elles sont assez généralistes. L'idée c'est d'avoir des informations à donner à des clients. Le but n'est pas de donner des informations trop précises techniquement parce qu'on ne connaît pas forcément leur infra de A à Z au final. Les contre-mesures qui sont données dans la certification CEH, elles sont vraiment très généralistes. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est configurer les serveurs logiciels pour éviter qu'ils délivrent trop d'informations. Ouais, ça clairement, effectivement, ça reste assez basique. On a vu par exemple mon serveur SSH qui me dit directement si c'est une version Ubuntu. Alors, honnêtement, tous les serveurs SSH, presque tous les serveurs SSH vont le faire. OpenSSH de base, quand on l'installe, il va le faire. Un serveur Nginx, un serveur Apache aussi, des serveurs web, ils vont le faire aussi. Ils vont nous dire s'ils sont installés sur Ubuntu, s'ils sont installés sur Debian, etc. C'est pas une pratique catastrophique en soi parce que globalement tout le monde le fait. Ensuite, effectivement, entraîner et éduquer les collaborateurs dans une organisation sur les traces qu'ils laissent sur Internet, ouais, ça carrément. Ça, c'est quelque chose qu'on a assez peu au final, je trouve, dans notre culture, pareil en France. Faire attention aux informations divulguées dans les communications externes, ouais, ça aussi, c'est quand même assez basique. Limiter la quantité d'informations publiées sur les blogs et sur les autres sites, ouais, complètement. Ça, pour le coup, j'ai vu pas mal de choses chez des clients où et forcément, ils présentent des nouveaux produits, ils ont envie de donner beaucoup d'informations pour les personnes que ça pourrait intéresser. Parfois, il y a beaucoup trop d'informations à l'intérieur. Empêcher les moteurs de recherche de faire des copies en cache des sites web, ça aussi, on l'avait vu la dernière fois, mais dans les copies en cache sur Internet, on a énormément de choses. C'est vraiment une mine d'or. Et en plus, ça permet de faire des requêtes directement sur le serveur sans qu'il se soit logué de l'autre côté chez le client. Utiliser des outils de prise d'empreinte pour être au courant des informations laissées à disposition. Et ça, honnêtement, c'est un truc que je recommande même à des particuliers. Savoir, en fait, c'est important de temps en temps. Alors même moi, il faudrait que je le fasse, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais de temps en temps, faire des requêtes sur Google, utiliser des Google Docs sur ses propres domaines, utiliser des Google Docs pour rechercher des informations sur soi, utiliser l'OSINT Framework ou ReconNG par exemple, pour voir s'il y a des informations associées à notre numéro de téléphone, des informations associées à notre adresse mail, etc. C'est assez important de le faire de temps en temps pour être au courant de ce qu'on laisse traîner et potentiellement pouvoir le retirer. Je sais notamment que moi je reçois énormément de spam par mail sur plein d'adresses mail différentes et je reçois notamment énormément de spam sur mon adresse que j'ai utilisée pour commander des domaines et pour commander des serveurs VPS chez OVH. C'est parce qu'en fait à une époque, il y a 5-6 ans à peu près, chez OVH par défaut, quand on commandait un nouveau nom de domaine, dans les entrées WHOIS, ils anonymisaient pas les informations. Et du coup, ils utilisaient les informations soit qu'on spécifiait, soit les informations de notre compte client. Du coup, quand on faisait une requête WHOIS, il y avait directement, pour mon domaine en l'occurrence, les informations avec mon adresse mail, un numéro de téléphone et des choses comme ça. Ce qui était clairement beaucoup trop d'infos. Et même maintenant, aujourd'hui, je reçois sur cette adresse mail-là, qui a été un moment dans le WHOIS associé à l'un de mes noms de domaine, du spam. Donc cette adresse-là, elle a été rajoutée
dans des bases de données de clients qui sont ensuite vendus à des personnes qui veulent faire des campagnes de marketing sans avoir elles-mêmes à créer leur propre base de données clients potentiels. Et du coup, à partir de là, moi, pour cette adresse mail-là, c'est fini en fait au final. Même si je demande le retrait de cette adresse mail-là, en fait, elle fait partie d'autres bases de données qui sont dérivées de celle-là, etc. Et bon, au final, c'est terminé. Après, bon, moi dans mon cas, c'est pas très grave parce que c'est une adresse mail dont je peux me débarrasser. Ça peut arriver assez vite au final de griller une adresse mail assez rapidement, ou même de griller un numéro de téléphone qui sera disponible sur internet et après on va recevoir des appels tout le temps, etc. Donc ça vaut le coup vraiment de temps en temps faire un tour sur internet et de regarder ce qu'on a laissé traîner. Séparer les serveurs DNS internes et serveurs DNS externes. Alors ouais, ça c'est très important. Et c'est très important pourquoi ? Parce que vous avez vu ce qu'on a fait avec le serveur DNS là qu'on avait. On a fait des requêtes et on a demandé au serveur DNS quelle est l'adresse DNS1, DNS2.PowerZio.LAN sur ton réseau local. Le problème, c'est que j'ai des clients parfois qui ont un seul serveur DNS et qui est leur serveur DNS local, qu'ils utilisent pour leur réseau local et pour leur machine locale, donc pour DNS1.leurréseau.LAN par exemple. Mais aussi, c'est le même serveur qui est disponible depuis le WAN et qui sert à gérer du coup leur serveur web. Le problème, c'est que du coup, moi, quand je suis à l'extérieur du réseau, quand je suis sur le WAN, si jamais je demande au serveur DNS quelle est l'adresse IP de DNS1.leurréseau.LAN par exemple, le serveur il va me répondre parce que c'est le même. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut séparer les serveurs DNS internes et externes. Théoriquement, il faudrait que ce soit deux serveurs vraiment distincts et qu'on puisse pas du tout accéder depuis Internet au serveur DNS interne. Ça n'a rien à faire sur Internet, ces informations-là. Et enfin, préférer l'anonymisation des informations dans le WIS. Alors ça, effectivement, moi, clairement, je le fais à chaque fois maintenant pour éviter de me recevoir une tonne de spam par email. Maintenant, heureusement, les registrars le font plus ou moins automatiquement par défaut. Donc ça, c'est vachement pratique. Mais avant, c'était pas le cas. Et si jamais vous avez un registrar qui vous le propose, pensez bien à cocher la case quand vous enregistrez un domaine. Sinon, après, ça va être un enfer. Vous allez recevoir plein de mails. Et c'est des informations qui n'ont rien à faire au final dans les bases de données WIS quand vous avez juste enregistré un domaine. Du coup, on a fini avec la partie de reconnaissance. Alors, comme je vous disais dans la première session, petit à petit, à chaque fois qu'on avance dans les modules sur cette certif-là, on va de plus en plus loin sur des parties techniques. Donc là, on a vu la reconnaissance, où c'est pas mal au final de la recherche sur Internet, c'est pas mal l'utilisation de moteurs de recherche. C'est pas forcément du technique pure, au-delà d'utilisation de DIG et au-delà de ce qu'on a fait un peu avec Nmap et avec le serveur DNS local qu'on avait. On va continuer un petit peu plus loin par rapport à ça sur la phase d'énumération.